Ok, donc maître Chambert, je vous invite à venir me donner l'urne. Quelle grande classe. Je dirais qu'il y a une petite musique, tu sais. Merci bien. Alors, vas-y, t'es la main innocente qui va piocher. Innocente. Hop. Ah, il y a une clé, hein, attends, c'est... il y a un huissier et tout. C'est la Star Academy. Ça. Allons-y. L'avantage, c'est qu'après, on a toute une liste de sujets qu'on pourra utiliser pour d'autres podcasts. Donc, Merci dans tous pour les votre cas, contribution. merci pour cette boîte à idées. On y répondra, même si c'est pas votre sujet qui a été tiré aujourd'hui. Je pense que tu peux la donner à Lucie. On répondra pas à tout, on en tire un au sort parce que sinon, je pense qu'on est là jusqu'à ce soir et on fera rien d'autre. Donc, comme on a quand même envie de vous faire parler entre vous aussi, ça peut être chouette. Alors, vas-y, je te laisse. Ah bah ça, c'est pour toi, ça. Ah bah, on va peut-être en faire plusieurs, du coup. Ouais. C'est entreprendre en tant que maman. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il n'y a pas véritablement de questions. Donc, le sujet va être large et puis tu vas être très bien placé pour en parler. Ça va être... Moi, j'ai pas encore d'enfant, mais j'ai hâte d'être maman, en tout cas. Je vous le dis. Peut-être qu'on peut en tirer un deuxième et comme ça, on fait un mix des deux sujets. Ça peut être bien. Ça peut être intéressant. Tac. Vas-y. Ah bah, ça va très bien ensemble. Comment gérez-vous les baisses de régime? Et ça Voilà. ne marche plus. Est-ce que tout le monde m'a entendu? Super. Merci bien. Magnifique. Donc nous, on va s'asseoir pour se mettre dans notre condition de podcast. L'idée vraiment, donc on va, je sais pas de quelle manière, enclencher le sujet. Et puis après, lever la main, poser des questions. Et même si vous voyez que ça bifurque et qu'on n'est plus exactement sur ces cartes-là, c'est OK. C'est quelque chose de collaboratif qu'on va faire ensemble. C'est parti? C'est parti. Je vais se mettre sur les accoudoirs ou... Ah oui, bonne idée. Ouais, c'est peut-être mieux là. Hein, parce que sinon, bonjour. T'es aussi à l'aise que sur la photo. Ouais. Ok, donc entreprendre en tant que maman et comment gérez-vous les baisses de régime? J'introduis? Ouais, c'est bien. Ouais. Ok. Bah parce qu'en tant que maman, moi, je peux pas trop... Ouais, ok. Donc peut-être qu'il y en a qui me connaissent pas ici ou qui connaissent pas forcément ma situation ou pourquoi est-ce qu'on me pose cette question, mais j'ai 3 enfants qui sont plutôt jeunes, qui ont 3 ans, 6 ans et 9 ans. J'ai fait un petit cycle, tous les 3 ans il y en avait un. Et pendant plusieurs années, ils ont été en unschooling, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas à l'école et je faisais l'école à la maison, entre guillemets, sans suivre un programme particulier. Et c'est à cette époque-là que j'ai décidé de lancer Basique. Donc, je cumulais en fait les 3 enfants à la maison et le lancement d'une société. Du coup, entreprendre en tant que maman, je dirais que c'est un challenge évidemment. Mais entreprendre tout court, c'est un challenge en soi parce que je crois que quand on n'a pas d'enfants, on a quand même tout autant de difficultés, parfois d'excuses qu'on se trouve qui, de temps en temps, sont nos enfants. C'est-à-dire, je peux pas parce que j'ai des enfants ou bien j'ai pas le temps parce que j'ai des enfants. Mais quand on n'a pas d'enfants, on a aussi la possibilité de se trouver d'autres excuses. Donc, je crois pas que ça soit plus compliqué. Je sais pas s'il y a des mamans ici qui, du coup, sont pas d'accord avec ce que je dis. Je pense que si j'avais pas d'enfants, j'aurais d'autres raisons de trouver que c'est compliqué pour moi aussi dans tous les cas. Et comment gérer les baisses de régime? Je sais pas, en prenant soin de moi, en essayant d'être à mon écoute aussi. Ça me parle. Je sais pas si toi aussi. Moi, je dirais que comment gérer les baisses de régime, c'est déjà prendre conscience qu'il y a une baisse de régime et pas que financière, physique, psychologique, et se dire ok, là, ça va pas. Poser 2 secondes et comprendre pourquoi ça va pas et faire une action, une première action pour aller de l'avant, quoi. Je pense que... Ouais, parce qu'en fait, gérer les baisses de régime, je pense que souvent on a les signaux qui sont là et on les écoute pas parce qu'on peut encore dealer avec, parce que c'est encore assez confortable pour pouvoir faire avec. Et du coup, on a tendance à pas forcément s'écouter à ce moment-là et attendre le moment où soit on est bloqué, soit on peut plus se lever, soit on est carrément en burn-out. Enfin, on attend un peu la dernière limite avant de s'écouter parce qu'on ne sait pas forcément quels signaux écouter, à quel moment prendre ça au sérieux. Et je pense que ça passe par la connaissance de soi, en fait, d'arriver à savoir quelles sont mes limites, comment je reconnais quand je les ai atteintes et comment je fais pour prendre soin de moi après. Voilà, je pense que ça introduit plutôt bien les choses. Est-ce que vous avez le micro, du coup, les filles, c'est OK ?
Est-ce qu'on a une personne pour rebondir là-dessus, pour nous donner de la matière? On a 2 personnes. Ah bon? J'en ai vu qu'une. Ah, bah oui, je regarde tellement au loin. Moi, du coup, ça serait la question sur les soutiens. Peut-être les soutiens que tu as en tant qu'entrepreneuse et en tant qu'entrepreneur. Donc, pareil, moi aussi, je suis maman et avec unschooling. Et je pense que c'est intéressant de se dire c'est quoi les soutiens que j'ai dans ma vie, en dehors de moi-même, et peut-être avec ton équipe, parce que tu as une équipe qui est formidable. Et voilà, peut-être développer sur les soutiens que tu as développés, que toi aussi. Ok. Je le reprends du coup. Je t'en prie. Les soutiens, en effet, tu as raison, c'est pas juste personnel, c'est aussi professionnel. Au niveau personnel, j'ai pas eu la sensation, et encore moins quand mes enfants étaient en unschooling, d'avoir véritablement du soutien. Par exemple, j'avais pas l'habitude de mettre mes enfants chez leurs grands-parents, ou j'avais pas de nounou là-bas ou de babysitter ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment 24 heures sur 24 avec moi. Et j'ai compris aussi que c'était un moyen pour moi de susciter un peu de l'admiration. Tu vois, c'était un peu comment est-ce que je peux me mettre en difficulté encore plus pour voir ce que je suis capable de faire pour mériter, entre guillemets, ce qui m'arrive. Ça, je l'ai observé avec un sacré process d'introspection, de déconstruction de tout ça. Et j'ai compris en fait que je me mettais une difficulté en plus comme pour justifier le résultat que j'avais, pour pas que ce soit trop simple. Je crois qu'on est beaucoup à être concernés par ce truc de il faut travailler dur pour mériter, il faut que ce soit difficile. Et dès que c'est simple, ça paraît trop beau pour être vrai. Donc on va chercher inconsciemment comment se compliquer la tâche. Donc j'avais vraiment zéro soutien à ce moment-là. Et en fait, j'ai compris assez vite que si je continuais sur ce rythme, j'allais pas tenir, tout simplement. Et en effet, d'un point de vue pro, mon équipe est un sacré soutien parce que j'ai l'impression d'avoir des personnes avec qui j'ai investi du temps au démarrage, tu vois, pour les briefer, pour être au clair en fait sur ce que je veux, sur ce que j'attends, sur la direction que j'ai envie de prendre. Et après, ils sont libres, ils sont autonomes, ils sont force de proposition. Tu vois, comme je disais ce matin quand je vous les présentais, c'est vraiment une équipe de leaders que j'ai autour de moi. C'est des personnes qui sont capables de prendre des décisions, de parfois se tromper et du coup savoir comment est-ce qu'on va réparer ce truc-là. Et je trouve ça très important. Donc le soutien pro, il est carrément là. Et aujourd'hui, après avoir fait ce travail de déconstruction, j'ai appris aussi à accepter l'aide que je peux recevoir pour avoir du soutien aussi au niveau perso, sans me sentir coupable. Parce que je sais pas, donc les parents qui sont là, peut-être que ça vous parlera, mais il y a un peu cette culpabilité de moi je vais les faire garder pour moi avoir du temps, pour me détendre, pour me faire du bien, etc. Et c'est pas toujours simple, je trouve, à faire. Moi j'avais une grosse culpabilité de faire ça. J'avais l'impression toujours de pouvoir faire mieux, de pouvoir être encore plus avec eux. Et après, j'ai fait la distinction aussi entre qualité et quantité et que parfois, je pouvais être un tout petit peu moins présente, ce qui reste quand même très, très présente à l'échelle de leur vie, et équilibrer tout ça sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur toute l'année, et pas le voir juste focus tout de suite. Sinon, là, typiquement, aujourd'hui, je suis complètement avec vous alors qu'on est le week-end. J'aurais eu tendance à culpabiliser et me dire « Merde, je vais pas les voir, puis après, on reprend l'école, etc. » En fait, je le vois à l'échelle de 3 mois, 6 mois, et c'est rien du tout par rapport à tout le reste qui est fait. On parle beaucoup aujourd'hui d'équilibre vie professionnelle et personnelle. Alors, moi, je ne suis pas entrepreneuse, donc je suis salariée. Quand on est entrepreneur, comment justement vous avez trouvé votre équilibre à la fois de couple, de famille et d'entrepreneur? Comment équilibrer tout ça? Comment s'organiser pour que tout ait une bonne place, entre guillemets, dans votre vie? Moi, je trouve que ça s'est fait assez naturellement et simplement. En fait, c'est ton envie de bosser, ton envie d'être pour Laurie avec ses enfants. Tu fais que par envie, en fait. T'as pas un patron qui te dit quoi faire. Donc, c'est toi qui te bouge le cul, c'est toi qui fais les choses. Donc, je dirais que par envie, en vrai. Rajouter... La question, c'était comment vous faites pour équilibrer les choses? Elle est intéressante, cette question. Je veux bien que tu la développes. Moi, je ne vais pas me mettre à te coacher, promis, mais je veux bien que tu la développes parce que... Vous avez trouvé votre équilibre? Parce qu'on a chacun notre équilibre. Pour certains, ça va être plus de pro, plus de perso, alors perso enfant, perso couple. Mais vous, comment vous avez trouvé votre équilibre
pour que, alors notamment toi, tu t'y retrouves aussi en temps consacré à tes enfants, en temps consacré à l'entreprise. On le sait, vous êtes un couple récent. Vous, en tant que couple aussi, le temps que vous passez ensemble pour vous, comment vous arrivez à mixer tout ça sans vous faire submerger par parfois l'un et l'autre ou parce qu'il faut et vous être désaligné en fait avec ce que vous faites? Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je la trouve intéressante cette question parce qu'on n'y pense pas vraiment en fait à comment trouver l'équilibre. C'est pour ça que j'ai répondu. C'est pour ça que j'ai répondu par envie parce qu'en fait tout ce qu'on fait, que ça soit être avec les enfants, travailler, enfin peu importe qu'on travaille ensemble ou séparément, il y a que de l'envie en fait. Il y a zéro contrainte. Moi, j'ai tendance à dire que je fais pas de compromis dans ma vie. En fait, faire un compromis pour moi, ce serait m'oublier, ne prendre aucun plaisir pour faire l'action pour l'autre. Admettons, je sais pas, Laurie me demande de faire quelque chose, j'ai pas envie de le faire. Je trouve quand même le plaisir de lui rendre service ou de faire la chose pour elle. Son plaisir me fait plaisir. Donc j'ai la sensation de faire zéro concession. Donc ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment on équilibre par l'envie. Là, on a eu pas mal de boulot pour préparer le Basic Boss Day, entre autres. Et du coup, on était un peu comme on ne sait pas trop comment ça va se passer. On avait vachement peur, surtout par rapport aux enfants, de se dire on ne va pas les foutre à la garderie jusqu'à 18h tous les jours. On n'a pas envie d'être sur nos ordis pendant les temps de repas ou ne plus jouer avec eux. Il y a eu des jours comme ça, on l'a vu et on a adapté le lendemain en fait. C'est vraiment, on s'est vu le faire et dès qu'on l'a vu, ouais. Et puis t'as un autre truc qui vient te rappeler à l'ordre, c'est les enfants. Moi, j'en ai pas. Là, du coup, je me retrouve avec 3 enfants et c'est trop génial. Mais du coup, tu peux plus faire n'importe quoi, tu vois. Tu peux plus t'oublier parce que eux, en fait, si tu passes pas, ils t'oublient pas. Si tu passes pas du temps avec eux, ils constamment, vas-y, joue avec moi. Donc ils viennent te chercher quoi qu'il arrive. Donc, si tu veux que ça se passe bien, t'es obligé de prendre du temps avec eux. T'es obligé. Ouais. Mais ça s'est fait vraiment naturellement, quoi. La vision a pas aussi un rôle à jouer dans cet équilibre, avoir une vision claire aussi pour pouvoir définir ses limites par rapport dans un sens ou dans l'autre, quoi. Moi, j'ai tendance à dire je sais pas trop ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas, quoi. J'ai pas envie que ça se passe mal à la maison, j'ai pas envie de pas bosser pendant plusieurs journées d'affilée. Ça t'aide à avancer? Ouais. Mais vers quoi? Vers une évolution en fait. Je sais pas là dans l'instant T, je sais où j'ai envie d'aller moi dans le futur, mais je sais pas forcément comment je vais y aller. Je me laisse des portes ouvertes, mais je sais ce que je veux plus et ce que je veux pas surtout. Je sais pas si. Ouais, non, je valide tout ce que tu dis. Et puis cette histoire d'équilibre, faut pas oublier que ça change tout le temps aussi. Surtout avec des enfants. Surtout avec des enfants. À une époque, ce qui était équilibré pour moi serait complètement déséquilibré pour moi aujourd'hui. Mais par rapport à qui je suis et au fait que j'ai vécu ça aussi avant, tu vois, ça donne des points de comparaison. Un peu comme pour savoir ce qu'on aime, il faut aussi avoir expérimenté quelque chose qu'on n'aime pas pour avoir un point de repère. Parce que sinon, comment je peux dire je préfère ça si j'ai jamais expérimenté quelque chose que j'estime être moins bien? Et en fait, l'équilibre, je trouve que c'est ça aussi, c'est comment est-ce que je teste des choses différentes et je vois ce qui me convient, je vois ce qui me convient pas, sans essayer de faire un sans faute tout de suite dans l'instant en fait, plus le voir comme un ensemble d'expériences. Et il y a des choses qui me conviennent pas du tout, comme être à 100% avec mes enfants et pas du tout travailler, ça m'épanouit pas. Et en même temps, être à 100% en train de travailler sans être avec mes enfants, ça me convient pas non plus. Donc tu vois, je cherche et je pense que c'est un curseur qui se déplace aussi selon les périodes. Ouais. Il y a des moments où je vais beaucoup plus travailler qu'être maman dans l'échelle de ma vie et la répartition des journées, et d'autres fois ça va s'inverser et c'est l'équilibre sur le long terme aussi. Je me mettais beaucoup de pression avant sur chaque journée doit être équilibrée. Tu vois, il faut que j'ai autant travaillé, autant profité de mes enfants, autant pris de temps pour moi. Et là, je le vois à plus long terme. Et Mathieu, tu me le rappelles souvent aussi, tu vois, quand je me mets à lui dire ouais mais non attends là ils sont à la garderie mercredi puis après ils vont y aller tous les soirs et je me mets à tu vois paniquer un peu à me dire ouais ça me convient pas et je me rappelle aussi de toutes les semaines d'avant où c'était l'inverse et toutes les semaines d'après où ça se rééquilibrera. Et puis il y a des fois aussi où on fait des boulettes quoi. Ouais. Enfin clairement ça nous est arrivé, on arrive le soir, t'as kiffé ta journée non? Bon ok, qu'est-ce qui t'a pas plu? Tu vois, on discute vachement et on essaye de calibrer au fur et à mesure quoi. Ouais, tu vois, un événement comme le Basic Boss Day, enfin, moi en plus, je rentre dans la société, ça fait depuis qu'on est ensemble qu'on en parle et
je connais pas tout ça, tu vois, je sais pas ce que c'est l'organisation d'un événement comme ça. Je pensais pas qu'il allait avoir une surcharge de travail, je pensais que tout allait bien se goupiller parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Mais il y a des imprévus, tu dois gérer, et puis des fois tu fais des boulettes, et puis c'est pas grave, tu t'améliores. Vous appuyez beaucoup sur votre profil, sur ce que vous apprenez du human design. Vous l'expérimentez, est-ce que j'imagine que vous en tirez des leçons et que vous testez un petit peu les choses. Est-ce que vous tirez des choses positives pour votre expansion? Tu parles plutôt en pro ou en couple, en perso Tout mélangé. Tout mélangé. Tout mélangé, ok. Waouh. Par où commencer? Ton HD, c'est quoi? Moi, je suis Manifesting Generator et j'ai un profil 3-5. Et toi, du coup, même si tout le monde le connaît. Je fais juste une parenthèse parce qu'il y a des personnes qui ont suivi une formation avec Basique, donc vous êtes très au courant de ce qu'on est en train de raconter. Pour les autres, peut-être que ce sera un peu plus bizarre. On parle de Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui est ultra complexe, j'utilise dans tous mes accompagnements, qui nous apprend un peu le fonctionnement de chaque personne dans sa manière la plus alignée. Donc en fait, ça nous donne des tas de pistes de réflexion sur comment m'aligner davantage dans ma vie à ce que j'ai envie de faire, à ce qui me donne de la joie et à ce qui me donne de l'énergie. Et du coup, en fonction du résultat, on a plein de pistes d'exploration qui s'ouvrent à nous. Donc toi, tu l'as dit, Manifesting Generator. Moi, je suis réflecteur pour ceux que ça parle, ceux à qui ça parle. C'est pas du tout français cette phrase. Et je suis profil 5-1. Et oui, évidemment qu'on est très à l'écoute. Enfin, en tout cas, je vais parler pour moi. Je suis très à l'écoute de ça. Ce que ça veut dire, si je dois le traduire, c'est j'ai pas un niveau d'énergie constant. En fait, je vais vous faire le truc imagé. Quand on connaît pas le Human Design et qu'on le découvre, et qu'on voit mon profil, mon type, on a tendance à se dire « Ah, toi, t'es toute vide, genre, il n'y a rien, il se passe rien pour toi. » Rien qui vient de toi. Et souvent, une des craintes des personnes qui n'ont pas un niveau d'énergie constant, c'est de se dire « Mais est-ce que vraiment je vais pouvoir faire un truc de ma vie ou est-ce que ma vie, ça va être de faire la sieste et d'attendre que le temps passe ?» Donc, oui, en effet, vous pouvez faire quelque chose de votre vie. Mais ça ne m'empêche pas d'être à l'écoute de ça, même si c'est très facile de tomber dans un désalignement où, mais même sans connaître le Human Design, en fait, on est dans une société qui valorise beaucoup l'action, le fait de faire beaucoup, d'être très présent au travail, de faire beaucoup d'heures, de tout gérer de front, de jamais s'arrêter, etc. Et donc forcément, quand on sent que ça correspond pas à notre énergie ou qu'on est fatigué beaucoup plus que les autres ou que parfois, on a envie de faire un truc et puis l'envie, elle part alors que les gens autour de nous ont l'air d'être tous très motivés. Ça peut être un peu difficile à appréhender et ça a été mon cas. Donc, comme beaucoup de personnes qui n'ont pas le centre sacral défini, j'ai eu tendance à me comporter de manière désalignée en croyant que j'avais le même niveau d'énergie. Même quand j'étais épuisée, je me forçais en fait à être dans l'action. Là où aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à me reposer et à savoir que quand je me remettrai en action, ce sera beaucoup plus productif. Donc je ne vais pas travailler aussi longtemps, même si on reprend l'histoire de l'équilibre. Là, ces dernières semaines, c'est des journées ultra intenses qui commencent tôt et qui se terminent tard ou tôt dans la nuit plutôt. Mais c'est un moment, et là tu parlais de vision tout à l'heure, clairement, c'est aussi ce pourquoi je le fais et pourquoi je trouve l'énergie, en fait, parce que ce serait aussi très simple de se dire bon, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je vais aller me reposer, et puis le faire tous les jours, et au final, on n'avance pas. Et ne pas avancer vers cette vision, c'est pas concevable pour moi, parce que c'est trop important, en fait. Et puis ça me donne de la joie. J'ai pas envie de pas le faire. Je sais même plus quelle a été la question de base. Voilà. Par rapport à notre Human Design. Moi, j'ai répondu. À toi. Moi, personnellement, je ne suis pas calé en Human Design. J'ai découvert ça quand j'ai rencontré Laurie. Et j'étais assez surpris du truc. Des choses que je ne savais pas sur moi qu'elle a découvert. J'étais comme, ok, tu me connais mieux que je me connais, c'est cool. Mais je remarque quand même que moi, j'ai le sacral défini pour ceux à qui ça parle. En gros, moi, je peux y aller toute la journée. S'il y a un truc qui me fait kiffer, je peux ne pas dormir. Et ça s'est vu dans mon passé, où je bossais non-stop et il n'y avait pas de problème, jamais fatigué.
Et du coup, si on s'accorde pas tous les deux, moi je peux tirer fort devant et on peut se fight, quoi. Donc moi je me repose vachement sur Laurie pour ralentir aussi, moins être excité. Je suis pas forcément plus productif qu'elle, mais je suis un peu plus vénère. Donc tu m'apportes le calme, la sérénité. Ça en tout cas dans le perso, et dans le pro, j'ai l'impression que ça se fait naturellement aussi. On se pose pas trop de questions par rapport à ça. Ouais, et puis chacun accepte. Ah bah ça y est, ça marche plus. Chacun accepte de donner son rythme et de le faire respecter à l'autre, en fait. Mais on revient à ce truc d'apprendre à se connaître, savoir quelles sont nos limites, qu'est-ce qui est OK pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. On pourrait se dire, du coup, de l'extérieur, que toi, tu as tendance à foncer, pas t'arrêter. Moi, j'ai tendance à être plus dans des vagues. Et en fait, puisque chacun se connaît et chacun respecte le fonctionnement de l'autre, il n'y a pas véritablement de problème. En fait, quand lui, il a envie d'avancer et que moi, j'ai envie de me reposer, je le fais. Et puis, parfois, c'est l'inverse. Voilà, c'est une histoire de communication et de réussir à s'accorder, je pense. Tout à l'heure, Laurie, tu as parlé de trouver ton énergie, justement, dans ta vision. Quelle est la vision que tu as pour Basic à long terme ou à court terme? Et est-ce que toi, justement, Mathieu, tu rejoins cette vision ou vous avez deux visions distinctes? Ok, je commence du coup pour me rappeler de ce que tu as dit. Après, je te laisserai en galère réfléchir à ça. Okay. La vision de l'entreprise, c'est quelque chose, enfin, c'est un élément qui est très important. Au-delà d'avoir une vision d'entreprise, même une vision pour sa vie, c'est, je pense, un élément primordial pour ne pas vivre sur le mode pilote automatique. Je fais des choses et je sais pas vraiment pourquoi, et au final je me rends compte au bout de 20 ans que j'aime pas vraiment ma vie, ou ça me plaît pas, ou je me suis jamais questionnée sur pourquoi est-ce que je fais les choses. Donc avoir une vision, je trouve ça très très important. D'ailleurs, ceux qu'on fait Ascension ou un programme business, je vous ai assez bassiné avec ça, vous le savez. La vision, c'est quelque chose qui change aussi régulièrement parce qu'on est des êtres humains et nous-mêmes on change. Et ce qui était aligné, comme pour l'histoire de l'équilibre et du rythme, en fait, ce qui était aligné à une époque l'est peut-être plus maintenant. Aujourd'hui, si je devais résumer la vision que j'ai pour Basic, c'est d'accompagner les gens à être heureux dans leur vie. Évidemment, ce sera l'objet de toute une page sur le nouveau site qui sera un peu mon manifeste et le pourquoi je fais les choses. Mais je dirais que c'est ça en fait qui me porte le plus. Quand j'ai commencé, la vision, c'était plus accompagner les femmes à entreprendre pour s'émanciper, reprendre leur puissance et remettre un peu les choses à leur place, leur dire que c'est pas à elles de tout gérer et de se mettre en retrait. Ça, c'était ce qui me portait. Aujourd'hui, j'ai évolué, j'ai intégré les hommes aussi maintenant dans les accompagnements. C'était une peur que j'avais et au final, j'adore ça. Les hommes que j'ai eus en accompagnement, je trouve qu'on fait un travail qui est très, très chouette. Aujourd'hui, cette vision, ce serait plus accompagner les gens à être heureux parce que il y a vraiment quelque chose qui m'embête et que j'aimerais, à mon échelle, aider à résoudre, c'est les regrets qu'on a à la fin de sa vie ou au moment où on est confronté à la mort de près ou de loin. Souvent, il y a un truc de « si j'avais su, j'aurais fait autrement » ou « pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça ?» Sauf que quand on y est confronté sur le moment, c'est très frais dans notre tête et puis après, on repasse à notre vie normale et on a tendance à oublier. On a tendance à reporter les choses. Et en fait, moi, j'ai toujours en tête que demain, je peux traverser la rue, être écrasée par un camion et il n'y a plus personne. Est-ce que demain, si ça m'arrivait, je serais déçue ou j'aurais un regret de ne pas avoir fait quelque chose avant, par peur la plupart du temps? Et si c'est oui, je le fais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'aider à changer. C'est arrêter de laisser la peur nous freiner. La peur de plein de choses, la peur du regard des autres, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur d'échouer, la peur de perdre de l'argent, peu importe. C'est que des barrières qu'on a autour de nous qui nous empêchent de faire ce qui nous plairait vraiment. Donc je crois que pour être heureux, il faut d'abord faire tomber ces barrières et aller voir ce qui se cache derrière. Et ça, là, c'est la vision en tout cas que j'ai avec Basic, quels que soient les programmes. Du coup, comme prévu, je ne me rappelle plus de la deuxième question qu'il y avait dedans. Je veux savoir si, Mathieu, si tu partages cette vision. Ah oui. Et comment, finalement, comment vous trouvez votre équilibre entre vos deux visions? Moi, j'ai pas de vision pour Basic parce que c'est pas moi qui l'ai créé et que je veux surtout pas dénaturer ça en fait. Je valide complètement la vision de Laurie et je l'accompagne, je l'aide,
ferai tout ce qu'il faut pour l'aider. Mais moi, j'ai pas, en termes pro, j'ai pas vraiment de vision aujourd'hui. Il y a des choses que j'aime faire, des choses que j'aime pas faire. J'ai eu une vision avant. Moi, dans mon ancienne vie, j'étais coiffeur. Et j'ai quitté l'école très tôt, j'ai travaillé très tôt, j'ai eu une carrière de 10 ans et j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai été coiffeur, j'étais formateur, j'étais manager, il me manquait plus que le salon de coiffure. Et en fait, il y a eu le Covid. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de vie privée, j'avais qu'une vie professionnelle. Mes potes étaient mes collègues. Je partais pas ou peu en vacances parce que l'idée de partir, c'était perdre du chiffre d'affaires. Enfin, tout était orienté autour de mon taf. Je bossais du lundi au samedi, des fois même le week-end sur des shootings photos. Enfin, un truc de grand n'importe quoi. Et quand tout s'est arrêté, tu te retrouves un peu tout seul et tu te dis putain merde, j'ai pas de vie perso. Demain, si je peux plus exercer mon métier, je suis plus personne en fait. Mon identité, c'est Mathieu le coiffeur. Et du coup, moi, ma vision aujourd'hui personnelle, c'est, je dirais, d'être heureux et de faire juste ce qui me plaît en fait. Peu importe dans quoi c'est. Là, c'est le coaching. J'adore ça. Vraiment parler avec les gens et les voir dans l'état dans lequel j'ai été et pouvoir les aider, pouvoir les conseiller. Je trouve ça trop cool. Mais je sais pas. Peut-être que on a lancé là avec Laurie une boutique. Peut-être que je me mettrai dans la boutique et on fera des marques de vêtements. J'en sais rien du tout. Je sais pas du tout ma vision pour le pro. Pour le perso, c'est être heureux, peu importe ce que je fais. Pour le pro, je sais pas. Je suis pas inquiet, ça va suivre. Et ça, c'est un truc. Bon. T'as pas de bol. C'est un truc intéressant d'ailleurs, parce que souvent on se bloque un peu sur cette histoire de vision en se disant merde, moi je sais pas trop quelle est ma vision. Et je vous ai dit tout à l'heure, moi j'en ai eu une première quand j'ai lancé Basique, aujourd'hui elle est différente. Et entre les deux, il y a rien. Il y a genre, je sais pas trop. Mais ça n'empêche pas de faire des actions, ça n'empêche pas de faire des choses, de se mettre en mouvement. Et il faut surtout pas que ça devienne une excuse ou une raison pour ne pas avancer. Je sais pas encore exactement pourquoi je le fais, ce qui veut dire que peut-être mon moteur sera un peu moins fort que quelqu'un qui va y aller coûte que coûte. Mais par contre, ça m'empêche pas de faire des choses parce que sur le moment, j'y prends du plaisir. C'est déjà suffisant dans un premier temps. Donc si vous sentez que vous n'avez pas encore trouvé votre vraie vision pour votre entreprise, si vous êtes entrepreneur ou pour votre vie de façon générale, c'est OK aussi. Et ça ne doit pas être une excuse pour ne pas avancer. Alors moi, ma question par rapport à la notion d'excuse que tu abordes, c'est aussi comment trouver l'équilibre, en existe-t-il, entre je trouve des excuses pour peut-être pas y aller parce que j'ai des freins, des peurs, etc. et je fonce tête baissée parce que j'ai ce tempérament-là et que limite coûte que coûte. Voilà. Donc comment trouver l'équilibre, enfin comment savoir si on est entre guillemets dans le vrai ou dans le faux, parce qu'il y a aussi des profils qui foncent coûte que coûte, on sent que ça va pas. Il y a tous les indicateurs là, qui sont au rouge et tout, mais nous on ne voit pas. Donc je ne sais pas si c'est d'une clarté limpide. Si, on a des éléments. Donne-moi un exemple d'indicateur au rouge. Surmenage, fatigue, tu te dis ah j'ai pas le temps, mais si je vais le faire quand même, et puis bon tu y arriveras, hein, mais tu passeras tes jours, tes nuits, etc. Est-ce vraiment la bonne solution, surtout quand ça se répète? En fait, comme je disais, moi j'ai été dans ce cas-là. Et c'est qu'une question de temps avant que tu te prennes le mur. Ah oui, question aussi du coup. On se prend forcément un mur à un moment donné? Non, c'est toi qui décides si tu as envie de te le prendre. Ah, il y en a, ils le prennent toutes les semaines. Hein. Voilà, c'est ça. Il y en a pas en fait. Tant que tu es vivant, il n'y a pas de limite. Ça peut aller loin. Ouais, mais enfin, je vais pas te raconter ma vie, mais moi j'ai été très loin dans le délire aussi parce que je voulais pas voir certaines choses. Et j'ai 28 ans. Je me suis traîné des trucs pendant plus de 10 ans. Je suis jeune, mais j'ai pas voulu voir certaines choses. Et ça peut durer. Enfin, on a tous des gens dans notre famille, dans des amis, des gens un peu plus vieux qu'on connaît. Ils ont 50, 60, 70 ans. Ils sont tout le temps dans les mêmes schémas, tu vois. Ils prennent le mur tous les mois, tous les ans, c'est le même. Je comprends pas et tout. J'ai fait confiance à un pote et boum, je me suis. Ouais, mais arrête quoi. Tu sais, en fait, ça tient qu'à toi. Il n'y a pas de limite. Tu as une chance à chaque fois que tu te prends un mur. Soit tu changes, soit tu continues. Mais tu ne peux pas espérer un résultat différent si tu continues comme tu fais. Quand je dis tu, mais
Je te vise pas, hein, Ok, qu'on soit je clair. vais tout revoir d'ici ce soir. Non, mais attention, ne rends pas ton appartement, pars pas. Enfin, tu vois, en fait, c'est encore, ça revient à ta question tout à l'heure, Léa. C'est pourquoi tu fais les, enfin, par envie, tu vois. Si tu as envie de te prendre des murs, vas-y, continue. Si t'as pas compris la leçon, fonce, continue. De toute façon, le mur, il sera de plus en plus dur et à un moment, normalement, soit tu arrêtes de faire les choses, donc tu n'es plus dans l'action et du coup, généralement, tu es dans la plainte, tu vois. C'est pas ma faute, c'est les autres. Tu fais plus rien, bah ouais, mais c'est les autres, c'est dur, machin. Soit bah, ça claque fort et tu te dis, putain, merde, pourquoi j'ai couru dans ce mur-là, quoi. Et très souvent, tu verras, t'entends les gens te dire, mais je le savais en plus, putain. Oui, donc il faut identifier ces murs, quoi. Ouais. Non, mais ça semble très bête dit comme ça, mais je pense qu'il y a des gens qui vivent le fameux pilote automatique, qui n'identifient pas, qui se disent, mais c'est bizarre, ça se passe toujours comme ça, et hop. Mais peut-être ça leur convient très bien et c'est un moyen d'avoir de l'attention, tu vois, de se plaindre. Moi, j'ai été comme ça très longtemps. Hein. C'est ouais, putain, je comprends pas, je gagne pas mieux ma vie. Ouais, mais mec, t'es salarié, t'es arrivé au bout de ta carrière. Enfin, coiffeur, tu gagneras pas 5000 balles par mois. Hein. Et à un moment donné, t'es arrivé au max du max de ce que tu peux faire. Moi, j'étais arrivé à un chiffre d'affaires qui était plus qu'ok. Bon bah, je dis à mon patron, je veux plus 2000, je veux 3000. Il va me dire, ah, mais enfin, toi, tu vois ce que j'ai à payer, je m'en fous en fait que tu veuilles 3000 quoi. Si tu peux me faire plus, oui. Si tu peux pas faire plus, non. Et tu te complais dans ce truc-là et au bout d'un moment, bah, tu te rends compte de certaines choses, que c'est pas lui qui a tort, mais c'est toi qui est dans le flou en fait. Tu sais pas ce que tu veux vraiment. Si tu veux ajouter, je t'en prie. Et en même temps, derrière cette question, je crois qu'on est nombreux à se poser aussi, de quelle est la limite entre je continue de forcer ou à quel moment est-ce qu'il faut arrêter. Il y a souvent la peur de l'épuisement, la peur de se perdre à l'intérieur de ça. C'est est-ce que quand je vais en sortir, j'irai mieux qu'avant d'y être rentré. Et je crois que déjà, si on a peur d'être épuisé en entrant dans un projet, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le projet. Je ne crois pas que l'épuisement soit directement lié au nombre d'heures de travail ou au temps passé ou à la manière dont on va organiser notre temps. Je crois que l'épuisement, il est surtout lié au manque de plaisir qu'on prend dans les choses dans le moment présent. Il faut, à mon sens, trouver un équilibre entre nourrir ma vision long terme et du coup le plaisir qui arrivera plus tard, mais quand même réussir à s'octroyer du plaisir court terme pour continuer de faire ce qu'on fait. Parce que si je me dis, là, pendant les 5 prochaines années, je vais avoir un rythme de malade et je vais mettre tout le reste de ma vie entre parenthèses pour développer mon business, la récompense, elle sera dans 5 ans. Il y a fort à parier que certains matins, je ne vais pas du tout me lever pour travailler ou que le soir, je vais aller plutôt regarder Netflix. Enfin, tu vois, il n'y aura pas vraiment de récompense immédiate, ce qui fait que je peux m'épuiser, là, pour le coup, parce que je vais être toujours dans une espèce de contrainte dans quelque chose qui ne m'apporte pas de plaisir. Donc je pense que si la peur de s'épuiser, de faire un burn-out, etc., elle est déjà présente là, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Comment est-ce que ce projet pourrait m'apporter encore plus de joie ? Comment est-ce que ça pourrait être plus léger aussi ? Comment je pourrais retrouver l'envie de m'y mettre et l'élan de départ qui est nécessaire, je pense, pour faire un travail sur le long terme. Oui, moi j'avais une question, c'est comment on reconnaît qu'on a déjà un pied dans le mur ? Parce que des fois on s'en aperçoit et on s'est déjà pris une bonne claque, mais il y a souvent des éléments précurseurs. Et est-ce que vous, de votre expérience, vous avez des petits tips à nous partager ? Comment tu reconnais que tu as déjà un pied dans le mur ? Bah, c'est quand ça commence à faire mal. C'est vraiment, hein, on se connaît avec Cynthia, je préfère le dire, mais tu le sais à quel moment ça pue pour toi, quoi. Tu le sens. C'est même pas dans ta tête, c'est là, tu fais, c'est pas bon là ce que je fais. Hein. Mais tu as besoin peut-être de continuer comme ça et d'explorer, tu vois. Donc ouais, non, c'est quand ça commence à faire très mal. Après, c'est à toi de voir si tu veux que ça fasse plus mal ou si tu veux que ça s'arrête, quoi. C'est toi qui décide, en fait. Moi, je suis convaincu qu'on décide de plus ou moins tout dans notre vie, ce qu'on veut subir ou ce qu'on veut réussir.
Si tu as envie de subir, bah, tu vas subir. Si tu as envie de réussir, bah, peut-être ce sera dur, mais tu vois le truc à long terme. Ça va y aller, ça va dans un sens. C'est dur, tu subis pas, c'est juste dur. Là, quand tu commences à subir, là, c'est que c'est pas le bon move. Et je pense aussi que ça nécessite de se poser. Souvent, Enfin, tu vois, on va se poser cette question de est-ce que je suis pas déjà en train de rentrer dans le mur, mais on va quand même continuer de faire des actions. En fait, on va rester constamment dans l'action, ce qui est une forme de fuite. Je fuis par l'action et je continue de faire des choses pour éviter de me poser des questions. Donc, je pense que dans ce genre de cas, quand on se pose cette question, ce qui est essentiel, c'est de ralentir, même si c'est ce qu'il y a de plus contre-intuitif sur le moment, parce qu'on se dit, bah non, au contraire, il faudrait encore plus que j'avance pour être sûr que je suis en train de faire quelque chose. Mais très souvent, c'est ça en fait qui va nous emmener à coup sûr dans le mur, plutôt que de prendre du recul et de se dire attends, je vais analyser en fait juste ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation ? Qu'est-ce que je cherche ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? D'où ça vient ? Et quand j'analyse ça, j'arrive à avoir la réponse en fait. Est-ce que c'est bon pour moi et sain d'y aller ou pas ? Et est-ce qu'il vaut mieux que je m'en retire ?